qu'avec ces nouvelles technologies, on va vivre plus longtemps, on vit de plus en plus longtemps. On va avoir besoin, toute une population va avoir besoin de soins. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les personnes qui vont dispenser ces soins sont de moins en moins motivées. On voit les aspirations à devenir mère, être soignant, etc. Cynthia Fleury, comment ça va se passer? Comment on anticipe que ça se passera? Aujourd'hui, c'est une situation, c'est vrai, très compliquée, puisqu'il y a un phénomène de grande disqualification, en fait, de ces services-là qui sont absolument déterminants. Je veux dire que la grande nouvelle et bonne nouvelle, c'est l'allongement de la vie. Et l'allongement de la vie est tout de même une entrée dans la dépendance qui se repousse, qui est de plus en plus grande. Mais aujourd'hui, nos maisons ne sont pas adaptées à ça. C'est-à-dire quand vous avez une grande partie de nos aînés qui demandent à rester dans leur maison, mais qui quand même n'ont plus le même type de validité, ont des vulnérabilités spécifiques, etc., ils ne trouvent pas la possibilité de faire venir à eux soit une aide de qualité, soit d'avoir des objets qui permettent éventuellement de créer une aide de service, etc. Alors, c'est un immense marché. On commence à avoir des objets très intéressants quand même, pas trop cher. Là, il y en a un qui s'appelle Buddy, qui est testé en EHPAD. Buddy, qu'est-ce que c'est? C'est un petit robot qui permet quoi? Qui permet de repérer, d'abord de faire du système d'alerte. L'aîné tombe, etc. On peut immédiatement mettre en alerte. C'est relié sur une application téléphonique qui vous permet d'entrer en contact, parce qu'il y a un petit écran, et donc de faire ce qu'on connaît, du Skype, du WhatsApp, du FaceTime, vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire de dire bonjour, de faire de la téléconsultation. Donc ça aussi, c'est important. Donc de permettre quoi? De permettre de la réassurance. On sait que le niveau de stress chez les aînés, c'est logique, puisqu'il y a un sentiment de finitude beaucoup plus proche et beaucoup plus haut. Donc on peut, ne serait-ce que par de la réassurance et de la téléconsultation, baisser grandement ce niveau de stress, parce que de fait, il n'y a pas nécessairement toujours besoin de produire le fait d'aller à l'hôpital, etc., etc. Buddy peut éventuellement avoir quelque chose qui sous les pieds, qui est une sorte d'aspirateur, et donc faire que Buddy aspire en même temps qu'il vous fait travailler de manière cognitive sur telle ou telle chose. Donc on va avoir de plus en plus ce type de robots hybrides qui permettent quoi? Qui permettent, c'est la chose importante qu'a dit Denis, c'est de faire de la complémentarité, pas de la remplaçabilité. Si Buddy est tout seul, et c'est ça qu'on propose, c'est une déshumanisation totale. Si Buddy permet la complémentarisation et voire la requalification du travail de service d'aide à domicile, c'est parfait. Pourquoi? Parce que vous avez beau être le plus empathique possible, de nettoyer les fesses d'un aîné que vous ne connaissez pas, voire que vous connaissez très bien, c'est pire, et vous n'en avez pas envie, et vous avez raison. Et vous savez quoi? Lui non plus. Donc, il y a une montée en humanisation qui peut très bien passer par un robot qui tout d'un coup se saisit d'un travail sur l'intime, et qui permet précisément à l'aîné de dire moi j'ai un sentiment de préservation de ma pudeur, j'ai pas à me mettre tout nu devant je ne sais qui, et en même temps il faut quand même que je me nettoie. Et oui, si demain un exosquelette peut m'aider, me tenir, me réassurer, etc., oui. Et en revanche, l'aide à domicile, tout simplement, je discuterai avec lui, je pourrais parler, je pourrais faire des choses, etc. Donc on voit que tout cet univers-là, de la domotique, de la robotique élaborée, etc., de l'intelligence artificielle qui accompagne nos aînés, c'est absolument déterminant. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est un problème d'investissement, c'est un problème d'innovation, c'est un problème de recherche. Tout est là. Donc c'est là où on peut être entre guillemets positif, dans le sens où en plus les Français ont une école de la robotique, ont une école du care, du soin tout à fait conséquente, etc. Nous avons quand même des grandes politiques publiques d'aide, mais avec, on le voit, le 14 novembre encore, vous aviez tous les services publics du monde de la santé qui défilaient, et donc il y a une raréfaction des moyens aussi très forte, alors que c'est le destin commun demain le plus banal. Olivier, un petit mot. C'est la compétition là entre deux. Donc. Je ne sais pas si je vais être applaudi. Vous vous souvenez peut-être de cette... mais je le prends pas mal. Vous vous souvenez peut-être de ce cas tragique d'un orphelinat roumain qui avait eu l'idée extraordinaire de
d'industrialiser la nourriture des nourrissons. Il y avait une machine pour leur donner le biberon. En fait, on constatait que les nourrissons se laissaient mourir. Parce que quand ils n'avaient pas de rapport avec des humains, être nourris ne suffisait pas. Et je crois que ce qui pose, c'est... Ah oui, on peut l'applaudir. Il est en retard. Enfin, bon, malheureusement, c'est triste qu'il faille faire ce genre d'expérience pour se rendre compte de ce genre de choses. Mais la question que pose la question du soin, c'est plus généralement celle de l'avenir du travail humain et de sa valeur ajoutée à l'ère des machines. Et là, je crois que le grand risque, c'est d'opposer l'un à l'autre. Il y a quelque temps, je faisais mes courses. Et j'arrive à la caisse, bon, j'ai un gros caddie, et derrière moi, il y a quelqu'un qui a un truc. Il dit, est-ce que je peux passer devant vous? Alors, naturellement, moi, ça ne me pose pas de problème, mais je lui dis, mais vous savez, il y a des caisses automatiques, vous savez, les trucs, vous pouvez biper, machin. Il dit, ah non, je ne vais pas là parce que c'est la casse sociale. Donc, je lui dis, ah, bah alors, naturellement, non mais, ok, super, mais naturellement, vous n'utilisez pas l'eau courante, vous utilisez le service de porteur d'eau. Parce que l'eau courante, ça a quand même fait beaucoup de casse sociale. Vous n'écoutez pas la radio, ça a quand même mis au chômage énormément de musiciens. Ça, vous êtes au courant de tout ça. Non, en réalité, il y a certaines, évidemment, qui partent d'un bon sentiment, certaines réactions qui sont assez contradictoires, de la même façon que, on sait aujourd'hui, il y a, j'ai vu à New York un robot qui nettoyait les toilettes de l'aéroport de New York. Bon. Le fait est qu'il y a de plus en plus des choses qui vont pouvoir être faites par les machines et ça progresse à une vitesse extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu qu'en 2016, pour la première fois, on a réussi à battre le meilleur du monde au jeu de Go. Le jeu de Go, je ne sais pas si vous voyez, à côté, les échecs, c'est hyper simple. Parce que vous pouvez calculer la probabilité du meilleur coup. C'est comme ça qu'on a très rapidement réussi à battre Kasparov en 96-97. Le jeu de Go, il y a plus de positions au jeu de Go que d'atomes dans l'univers. Donc, vous pouvez beaucoup plus difficilement arriver à calculer les probabilités. On a réussi en 2016 à battre le meilleur mondial 5-1. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Un an plus tard, on a fait AlphaGo 0, c'est-à-dire la deuxième version d'AlphaGo. Donc, un an plus tard, AlphaGo, on lui a donné les règles du jeu de Go. On lui a dit, tu vas apprendre en jouant contre toi-même. Le gars a appris le programme. Et il a joué contre le programme qui avait battu le meilleur mondial, AlphaGo. Il a gagné 100 parties à 0. On est sur une exponentielle de croissance de la capacité de l'informatique. Et encore plus, vous avez peut-être vu récemment que Google a annoncé qu'ils avaient réussi à faire fonctionner la première, on pourrait dire, embryon d'ordinateur quantique. Cet ordinateur quantique, ce processeur en l'occurrence, fait en 3,20 secondes ce qu'un ordinateur actuel fait en 10 000 ans. Vous voyez ce que c'est? L'exponentielle, c'est quand ça commence à monter très très rapidement, de façon quasiment verticale. On est sur cette exponentielle. Mais la bonne nouvelle, parce qu'on va commencer quand même, comme il nous reste 15 minutes, à être hyper positif, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, appelons-la maintenant comme ça, mais pour moi ça reste de l'informatique, reste extrêmement limitée, extrêmement en silo, extrêmement incapable de faire tant de choses que l'homme va continuer à faire. Le management, le travail en équipe, la capacité d'empathie. Empathie, ça veut dire souffrir avec. Toutes ces choses extraordinaires qui font que nous avons pour longtemps des atouts à faire valoir. Encore faut-il que nous sachions les développer. Je crois qu'on a sans doute deux grands piliers encore dans nos capacités que la machine n'aura pas pendant extrêmement longtemps. Le premier pilier, c'est ce que j'appellerais la curiosité. Mais la curiosité au sens étymologique. On a oublié que le mot curiosité au sens étymologique, c'est prendre soin d'eux. D'ailleurs, d'où la cure, d'en avoir cure. C'est prendre soin d'eux, c'est s'intéresser à, donc c'est s'intéresser aussi à l'autre, c'est s'intéresser au savoir, c'est être ouvert au savoir. Et c'est vrai qu'on peut regretter que notre système, que notre éducation nationale, malheureusement, ait trop peu cette capacité. Vous savez, on prête cette phrase à Montaigne, et peut-être apocryphe, mais enfin, c'est l'idée qu'il a dit, éduquer, ça n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Alors, Johnny arrivait peut-être à allumer le feu, mais en tout cas, l'éducation nationale, beaucoup moins, malheureusement. On estime qu'on va apprendre des trucs à un moment donné. On nous apprend que c'est du savoir descendant et on ne nous apprend pas à devenir vraiment curieux, c'est-à-dire intéressé du monde extérieur. Et le deuxième grand pilier qui nous reste extraordinairement, c'est l'intelligence. Mais là encore, au sens étymologique, interlegere. La meilleure image pour expliquer ce que c'est que l'intelligence qu'on a tous, c'est celle du bouquet de fleurs. Vous avez un parterre de fleurs, vous allez en cueillir certaines et vous n'allez pas en prendre d'autres. Et la capacité à discriminer le savoir, elle devient fondamentale à une époque de datanami, de tsunami de données extraordinaires. Vous avez tout à un clic
de souris l'intégralité du savoir du monde. Le vrai savoir aujourd'hui typiquement humain, c'est justement celui de la sélection, celui de la discrimination de l'information. Le deuxième élément, une fois que vous avez cueilli vos fleurs, c'est justement de les mettre ensemble, les guérir, c'est-à-dire mettre des liens entre des choses qui n'existaient pas. Et c'est ça l'action purement créative, et d'ailleurs créer le lien aussi entre les humains. Et donc la nouvelle extraordinaire, on est dans une époque évidemment un petit peu angoissante, mais en même temps absolument extraordinaire. On a des outils fabuleux de création de liens aussi pour permettre le maintien de vie à domicile. On a des technologies qui vont permettre de faire des choses. Si elles sont bien utilisées, elles ne sont pas des déshumanisantes. Il faut faire attention, toujours évidemment, à garder l'humain au centre. Vous savez ce que c'était Erasme, le grand humanisme, qui disait on ne naît pas homme, on le devient. Ce que Beauvoir avait repris, vous savez, en disant on ne naît pas femme, on le devient. En fait, au XXIe siècle, on ne va pas devenir homme. Il va falloir le choisir. Il va falloir se lutter en permanence. On a parlé tout à l'heure de la cognition. Il va falloir lutter pour conserver sa capacité de mémorisation qui est en train de diminuer quand vous utilisez votre téléphone portable. Et vous savez que chez les Grecs, les muses de la création, étaient filles de mémoire. De la déesse mémoire, sans mémoire, pas de capacité créative, mais en même temps, on va pouvoir continuer à choisir d'être humain en choisissant, par exemple, la relation directe, aller voir quelqu'un au lieu de lui écrire un texto, essayer de faire des moments de coprésence physique, de proximité, où il se passe quelque chose de complètement différent, et ça, c'est ce que nous devons réapprendre à faire après une sorte de moment de stupéfaction où on a été un petit peu tous comme des lapins dans les phares d'une voiture devant la technologie. Et c'est peut-être là que j'ai plus confiance dans la génération d'aujourd'hui. On dit, oh là là, ils sont tous perdus dans leur portable. Je crois qu'eux, ils n'auront pas cette espèce de phénomène de sidération devant la technologie, parce que quelque part, elle fera partie de leur monde. Et j'espère, en tout cas j'espère, je ne sais pas si je le pense, mais j'espère qu'eux sauront la mettre à distance, car la technologie est un formidable serviteur, mais un très mauvais maître. Voilà. Il nous reste maintenant... Il nous reste 10 minutes pour évoquer un sujet extrêmement important. La technologie, les réseaux sociaux, on l'a vu, et vous l'avez évoqué déjà, ont eu aussi un impact fort sur certaines élections. Et du coup, certains s'interrogent sur la pertinence de notre modèle démocratique, d'autant qu'en même temps, certains grands États vont très vite avec des modèles plutôt plus autoritaires que le nôtre, on va dire. Voilà. Est-ce que notre démocratie est dépassée ? Ou est-ce que là aussi, il faut apprendre à mieux utiliser les nouveaux outils à notre disposition ? Cynthia ? Oui, alors moi, je suis quand même un fervent défenseur de notre modèle. Après, si vous voulez, peut-être l'intérêt tout de même d'une démocratie par rapport à un régime autoritaire, et on ne l'aperçoit pas parce que c'est un peu contre-intuitif, mais une démocratie encaisse les coups, si vous voulez. Une dictature s'écroule. La réalité, c'est que la crise, les moments de crise, les moments d'illégitimité de la démocratie sont intrinsèques au parcours démocratique lui-même. Et donc c'est désagréable, mais je dirais que cette condition déceptive de la démocratie, elle est substantielle à la démocratie. Et je pense qu'on payerait cher, notamment en termes de liberté publique et individuelle, le prix de la soi-disant non-déception qui n'existe pas. Bon, alors cela dit, on peut améliorer plusieurs choses. On peut améliorer la représentativité de la représentation. C'est-à-dire, en gros, on est d'accord pour dire que la représentation est un bon système, mais qu'il faut plus de parité, il faut plus de diversité, il faut plus de société civile, il faut moins de cumul, etc., etc. Il faut plus de scientifiques dans l'hémicycle, enfin, que sais-je, il faut plus d'intergénérationnel. Et ça, on améliore la représentativité de la représentation. Bon, après, on peut dire qu'on n'est plus d'accord avec la représentation et qu'on n'a pas à être représenté. Et là, on commence à ouvrir un peu la boîte de Pandore, parce qu'en fait, toute participation est de la représentation déguisée. Et donc, il faut toujours faire attention, parce que la participation amène à soi, est faussement inclusive. C'est-à-dire, elle amène à soi ceux qui sont déjà les plus à même d'aller vers ce type de représentation. Ils ont du temps pour le faire, ils ont de la compétence, ils crient fort, etc., etc. Ils ont des intérêts à défendre. Bon. Donc, aujourd'hui, très clairement, il y a une combinaison de participation et de représentation à repenser, ça paraît évident. Il y a une question de la data citoyenne et donc de l'outil citoyen. Est-ce qu'on utilise demain de manière beaucoup plus citoyenne, de façon para-parlementaire ? Est-ce qu'on ouvre, par exemple, à un certain moment, la réflexion des amendements parlementaires
par la question de l'outil où on peut venir déposer si on est une association reconnue d'utilité publique, que sais-je. Bon, vous voyez, il y a quantité de choses. Est-ce qu'on fait des combinaisons jusqu'à inclure des systèmes de tirage au sort? On a l'expérience aujourd'hui avec les 150 citoyens sur la question de la transition écologique. On va voir ce qu'ils proposent. Il paraît que, pour écouter Loïc Blondiot et d'autres, que c'est très qualitatif ce qui remonte de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais eu des citoyens aussi de qualité, aussi bien formés malgré tout. Donc on voit je pense qu'on peut véritablement travailler à plus de démocratie de notre système, parce qu'encore une fois, c'est le plus légitime, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un souci d'efficace. Et donc, il va falloir affronter ce souci de la rencontre entre une légitimité et une efficacité. Pourquoi il y a un efficace qui est en danger? Parce que le XVIIIe siècle, ce n'est pas le XXIe siècle, parce qu'entre les deux, il y a quelque chose qui s'appelle l'Europe, et puis il y a quelque chose qui s'appelle le monde, la gouvernance mondiale. Et que oui, l'État, dans ce système-là, s'est vu bousculé par les systèmes européens et les systèmes de gouvernance mondiale, sans parler des multinationales qui aujourd'hui, pour certaines, ont un PIB équivalent à certains des États. Et donc, ce système-là, c'est notre enjeu au XXIe. Mais je pense, malgré tout, que la démocratie, pour la préservation des droits de l'individu, de l'homme et du citoyen, est encore, je dirais, l'espace le plus pourvoyeur, si vous voulez, d'outils pour tenter quelque chose. Je dis souvent à mes élèves, la démocratie, ce ne sont pas des droits, ce sont des outils pour obtenir des droits, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et qu'à ce moment-là, notre travail, c'est de consolider ces outils, de les transformer, d'innover et de les utiliser. Ce qu'on ne fait pas toujours nécessairement, et si possible, avec compétence, ce que l'on fait parfois encore moins, même si la compétence n'est pas nécessairement un critère en démocratie. Denis. Bon. Alors, ne nous méprenons pas, je ne suis pas devenu autoritariste, mais j'observe deux, trois petites choses. La première, et ça reboucle bien avec votre question du début, qui était sur comment dérivent nos sociétés occidentales du fait d'un individualisme forcené. Je pense qu'on a fini par nous faire croire que l'expression totalement brouhahatique, désordonnée, anarchique de l'expression individuelle était une forme de démocratie. C'est du bruit, c'est pas de la démocratie. Le fait qu'on donne l'illusion aux gens que parce qu'ils peuvent descendre dans la rue, ils sont en démocratie, est pour moi juste une supercherie totale. Bon. Donc, la première chose, c'est que j'aimerais savoir de quelle démocratie on parle. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, j'ai déjà dit plein de fois, mais je ne pense pas que la France soit encore en démocratie. Alors elle en a les apparences, c'est comme le Canada Dry, mais regardez bien plusieurs choses. Moi, il y a 25 ans, quand j'ai réussi à sortir un peu de mon bled rural, parce que j'avais la chance d'être bon à l'école, de faire une prépa, de rentrer dans une grande école, à l'époque, il y avait encore... Bon, je n'ai pas fait de statistiques à l'époque, mais je dirais qu'au moins 20% de gens comme moi, issus de milieux plutôt modestes, et qui arrivaient à rentrer. Quand je regarde vraiment aujourd'hui les promos d'HEC, puisque moi j'ai fait HEC, franchement, pour trouver quelqu'un qui me ressemble à l'époque, il faut vraiment le chercher. Alors, un peu de bourse, un peu d'admission parallèle, etc., parce qu'il faut quand même faire un peu propre sur soi. Mais honnêtement, vous regardez Normal Sup, c'est 92% de fils de profs, etc. On reproduit les élites qui reproduisent les élites qui maintenant trustent. Donc le déterminisme dont on parlait aujourd'hui passe par l'école, qui était un des frontispices, ça se dit, de la démocratie, en tout cas un des outils de la République, éventuellement de la démocratie, ça ne marche plus. La deuxième chose, vous et moi, si on a voté, on a élu des gens. Normalement, c'est eux qui gouvernent. Bon, qui est-ce qui gouverne dans ce pays? Un peu caricatural, c'est Bercy. C'est la haute administration qui est en plus inamovible. C'est qu'elle a le droit d'être con pour l'éternité et on a le droit de rien y faire au nom de la préservation, de l'autonomie, de l'indépendance, etc. Donc aujourd'hui, quand une administration a compris que dans les 30 dernières années, les 20 dernières années, en moyenne, un ministre restait 18 mois, a bien compris que le pouvoir résidait chez elle. Et donc aujourd'hui, vous pensez que vous avez élu des gens qui vous gouvernent, vous êtes gouverné par des gens que vous n'avez pas élus. Ce n'est pas une démocratie.
On parlait en coulisses tout de suite de ce qu'on a le droit de dire ou pas aujourd'hui à la télé ou dans la radio. Essayez aujourd'hui, moi je ne suis pas particulièrement un grand fan de Zemmour, mais il ne me gêne pas, il me gêne, je m'en fous. Le principal, c'est qu'il exprime son avis. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi on se pose la question de savoir si lui, on devrait l'interdire d'antenne quand on continue à nous asséner un type aussi puant qu'Edwy Plenel. Bon. Donc, très honnêtement, aujourd'hui, il y a ce qu'on a le droit de dire ou... ce qu'on a le droit de dire ou pas de dire. C'est pas une démocratie. Donc, dans une démocratie, chacun doit avoir le droit d'exprimer ce qu'il a à dire, qu'on soit d'accord ou pas. C'est juste tout le propre de la démocratie. Donc, je pense que voilà, il y a des choses qu'on doit re-questionner. C'est-à-dire, c'est quoi la démocratie? Est-ce que c'est une promesse ou c'est un contenu? Et malheureusement, aujourd'hui, j'observe que pourquoi on a 12% de plus de dictatures dans le monde aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va plus. Bon. Et aujourd'hui, dans une période de disruption, il y a un moment où malheureusement, vous êtes mieux équipés, je ne dis pas que c'est mieux, vous êtes mieux équipés d'être en Chine pour la révolution qui est en cours que d'être en France dans un pays démocratique. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Bon. Parce qu'à un moment donné, à force d'écouter chacun, on ne fait plus rien. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de sacrifier l'avenir des Français pour une apparence de démocratie qui n'en est plus une réelle. Donc, si on revient à la vraie définition, je veux bien, de la même façon que sur la maladie, moi, j'aimerais qu'on réfléchisse à la technologie sur les territoires, sur les gens, mais aussi sur c'est quoi la vie. Est-ce que la vie, c'est de maintenir les gens jusqu'à 130 ans, de les remplacer, de les réparer, de faire en sorte qu'on... Et Audiard dirait, donc du coup, pour ceux qui seront cons, ils le seront à vie. Bon, et pour l'éternité. Bon. Donc, du coup... Moi, d'ailleurs, le troisième bouquin que j'espère écrire, je vous le dis en avance, aux États-Unis, c'est en anglais, en français, ça donnerait con, mais pour l'éternité. C'est-à-dire qu'en gros, Google dit on va vivre jusqu'à 120 ans. Déjà, ça déstabilise la totalité de nos économies mondiales. Mais si en plus on franchit ce cap des 120 ou 130 ans, qui est vraiment notre seuil biologique, mais qu'est-ce qu'on fait de la société? Quel intérêt de vivre si longtemps? Donc, et moi, je le dis avec d'autant plus de trucs que malheureusement, les 3/4 de ma famille sont morts et il me manque tous les jours et c'est terrifiant de vivre comme ça. Mais néanmoins, la mort fait partie de la vie. Donc il y a vraiment des vraies questions à se poser sur... Moi, ma femme est africaine, elle n'imagine pas un instant ses aînés ne pas vivre à ses côtés. C'est quelque chose que la société occidentale a tué. Donc maintenant, on se dit, pourquoi on ne leur file pas des robots? La question, c'est peut-être, est-ce qu'on avait le droit d'abandonner nos aînés? C'est la première question qu'on devrait peut-être se poser. La deuxième, c'est on doit vivre plus longtemps pour être égoïste et individualiste ou pour bâtir une société dans laquelle on vit ensemble? Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions fondamentales qu'on ne se pose pas, qu'on ferait bien de se reposer avant de remettre la société en route vers une démocratie qui porterait en elle un certain nombre de ces messages très forts. Ça sera le mot de la fin. Donc, juste le temps de remercier Olivier Babot, Cynthia Fleury et Denis Jacquet. On peut les applaudir très fort.